Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Télécœur de la semaine du 2 mars. Cette semaine, pour débuter, je m'entretiens avec Éric de Wallens, un vétéran de guerre qui nous parle justement de ce sujet. Voici ma discussion avec celui-ci. Alors, je suis en compagnie aujourd'hui de Éric de Wallens. On va parler d'un sujet très important, les vétérans de guerre. Bonjour, Éric. Bonjour. Tout d'abord, juste pour mettre en contexte, qu'est-ce qui vous fascine dans ce milieu-là et vous, en fait, qu'est-ce que vous avez comme background? Excusez l'anglicisme. Ce qui me fascine, c'est que ça m'intéresse depuis que je suis tout petit. Mes parents ont connu la Seconde Guerre mondiale, que ce soit en Europe ou en Afrique. J'ai eu pas mal de copains dans le monde des associations patriotiques qui ont combattu dans cette guerre-là, en Corée ou ailleurs. Moi, j'ai servi pendant 8 ans et demi dans les forces belges en Allemagne, pendant la guerre froide. Donc, je trouve que c'est un milieu passionnant. J'ai beaucoup travaillé dessus. J'écris des bouquins, j'écris des articles, je fais des reportages. On a parlé tout à l'heure hors d'onde d'une promenade, des souvenirs dans le cimetière, c'est bien ça? Oui, c'est en 2021, comme je suis à la Légion royale canadienne, j'avais demandé au président de l'époque si on ne pouvait pas faire une cérémonie en vétérans ici dans le cimetière catholique. Parce que j'avais repéré quelques tombes. À ce moment-là, il y en avait 16, je crois, de tombes qui sont balisées militaires, donc la stèle rectangulaire grise avec les inscriptions, où de bouche à oreille, il m'avait appris qu'il y en avait quelques autres qui étaient enterrés en tombe civile. Et à ce moment-là, j'en avais repéré aussi 2 dans le cimetière anglican qui est juste à côté. Donc, de fil en aiguille, on a fait cette cérémonie-là. Et puis la mairesse est toujours accueillie à ce genre de cérémonie parce qu'on en profite pour faire la remise du premier coquelicot. Donc je lui ai dit, tiens, est-ce que ça ne t'intéresserait pas qu'on fasse une promenade un peu plus évoluée? Donc elle était enthousiasmée par l'idée. Elle me dit, tu m'en reparles. Un an après, je suis arrivé avec la promenade Je me souviens, qui était à cette époque-là encore dans 2 cimetières, mais qui était à augmenter de 26 vétérans. Ayant combattu depuis les années 1700 jusqu'à la guerre de Corée, dans ce cimetière-là, avec Fainéant, avec toute l'histoire canadienne, quoi. Et puis petit à petit, elle a grandi, et aujourd'hui, elle est à 50 vétérans dans 4 cimetières, plus le cénotaphe. Donc, comme Nicolette est un grand terrain religieux et catholique, il y a pas mal de cimetières. Le cimetière anglican, le cimetière catholique, le cimetière du Grand Séminaire, sur boulevard Fréchette, et le cimetière des Sœurs Grises, qui est à côté de l'école de police, tout au bout, vers à côté de l'allée qui mène à l'école de police. Et alors l'histoire du cénotaphe. Dans le cimetière du Grand Séminaire, ce sont tous des aumôniers militaires, mais j'y ai inclus aussi 2 prisonniers de guerre, des aumôniers qui faisaient leurs études pendant la Seconde Guerre mondiale, au début en France, et ils ont été faits prisonniers par les Allemands, ils ont été aumôniers dans un camp du côté de Paris, si je me souviens bien. Donc là, ils étaient tous les 2 là, c'est amusant, ils sont tous les 2 enterrés ici. Et il y a un monument qui se représente, qui ressemble à une stèle aussi, où il y a un aumônier de la Première Guerre mondiale qui est enterré en France et un autre qui a fait la guerre de Corée qui est enterré au Japon. Et aussi un aumônier qui a connu 5 camps de concentration, qui est dans ce cimetière-là. Je les ai inclus, ils ne sont pas vraiment vétérans parce qu'ils n'ont pas servi, mais je me dis que leur histoire est quand même importante. Donc ils sont là. Le plus simple, quand on fait ce genre de promenade, elle est balisée. Il y a un piquet, un poteau devant l'entrée des cimetières et au cénotaphe avec un panneau, plus un code QR. Et ce code QR ramène à un plan et aussi à les tombes classées par numéro. Ce plan, les tombes, on peut se retrouver facilement pour se balader dans les cimetières et devant chaque tombe, on peut alors cliquer sur une petite bande sonore qui explique à la première personne un peu l'histoire en 3 minutes 50 de texte. Et l'histoire du cénotaphe qui est aussi importante dans le sens où le panneau, la plaque en bronze qui est dessus, sont notés des vétérans qui sont revenus vivants de la guerre. Et les 16, 17 qui sont morts à la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas dessus, ce que je trouve un peu dommage. En quoi est-ce important, à votre avis, de souligner et de se rappeler l'importance de ces vétérans-là? Que ce soit eux ou tous les vétérans, je pense qu'il ne faut pas les oublier. C'est un métier à part. Eux, ils ont servi en temps de guerre, d'autres ont servi en temps de paix, d'autres ont servi en mission, mais ils sont là pour la défense du pays. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Le civil qui est à la maison, il ne se rend peut-être pas toujours compte. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques parce qu'on a envoyé des troupes à droite à gauche, mais il faut peut-être aller chercher le problème sur place aussi pour éviter qu'ils reviennent au pays.
Donc il ne faut quand même pas les oublier. Ils sont là pour qu'on puisse aujourd'hui vivre en paix, faire des reportages comme ça et dire un peu tout ce qu'on veut sans qu'on risque quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pensez de la part des gouvernements à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez que ça devrait être encore plus soutenu? Mais il faut voir ça. Ici au Canada, je trouve que les vétérans sont quand même bien aidés. On pourrait faire mieux, ça c'est comme partout. Hein. Les dossiers pourraient être plus simplifiés, disons, l'accès à certains soins pourrait être plus rapide, bien évidemment. Mais chaque militaire ici, chaque personne est considérée vétéran une fois qu'il a terminé sa formation. Et après ça, ce sont ses médailles et son dossier qui parlent de ce qu'il a fait, qu'il est en mission ici au Canada, qu'il a servi uniquement au pays, ou en mission à l'extérieur, ou en guerre. Il y a d'autres pays où tous les militaires ne sont pas reconnus vétérans. Où il faut avoir fait partie, comme pour la Belgique, d'une liste de 116 missions. Et si tu n'es pas dessus, ben, tu n'es pas vétéran. Tu es reconnu en tant qu'ancien militaire, mais c'est tout. Merci d'être venu, et voilà. Donc tous ceux qui ont servi pendant les guerres froides ne sont pas nécessairement, surtout en Allemagne, ne sont pas reconnus vétérans. Donc je trouve que c'est pas mal ici au Canada déjà. Mais comme je le disais, ben, c'est comme partout, on peut toujours mieux faire. Hein. Est-ce que ça m'amène à parler du présent? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Est-ce que ça vous inquiète? Je pense qu'il faut garder ça un peu la tête froide. C'est vrai que c'est pas rassurant. Surtout encore avec les dernières déclarations de Poutine qui est prêt à attaquer l'Europe, là, il revient encore là-dessus. Ce qu'on entend beaucoup avec lui, c'est les rhétoriques un peu de la guerre froide aussi, qu'il utilise beaucoup. Il utilise un peu aussi la peur, la psychologie de la peur. Je vais te faire peur, tu m'embêtes, ben, je vais un peu brûler dans le tas. Mais avec ces gaillards-là, ils sont quand même... Il faut quand même faire attention à ce qu'ils disent, tout comme l'autre ici à côté, Trump. On ne sait jamais à quoi il pense. Au clac, oui, on y va. Il faut voir. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter que je n'ai pas pensé vous poser en question qui serait pertinent selon vous? Il devrait y avoir un livre qui a sorti sur la promenade des vétérans. Il y en a un? Oui, j'avais écrit un guide que je viens de retirer parce qu'il n'est plus d'actualité. Mais il y en a un autre qui n'a malheureusement pas intéressé les éditeurs. Ça fait que je vais passer en auto-édition. Il y en a qui vont peut-être grincer les dents parce que ça passe par Amazon. Je sais que Amazon, c'est le grand copain de Trump. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'équivalent au Canada. Et puis Amazon fait quand même travailler des Canadiens, des Québécois. Donc ici, demain, normalement, j'attends l'épreuve de lecture pour voir ce que ça donne. Et puis on verra. Bien, merci beaucoup. Avec plaisir. On retourne en arrière avec l'été, ou plutôt on avance en accéléré avec le marché de Nicolet, tout en saveur et bonheur. Parce que, comme vous le savez, nous avons une émission de cuisine à Télécœur. Nous avons tourné d'ailleurs 20 épisodes l'an dernier qui sont actuellement en diffusion. Donc, vous pouvez nous suivre à chaque semaine, mon amie Caroline Deslebeaux et moi-même à l'animation. Et on avait rencontré pour ce faire plusieurs producteurs. D'ailleurs, tous nos reportages là, sont accessibles en même temps là, que les émissions sur le YouTube. Et cette fois-ci, c'était le marché Nicolet, donc un des producteurs phares d'une de nos émissions de 30 minutes. Donc, vous pouvez aller voir ce reportage à l'instant, mais en fait, je vous le présente. Le voici, le voilà. Le marché de Nicolet fait partie des nombreux collaborateurs à l'émission Saveurs et Bonheur. Me voici ici, justement, au marché pour parler de leur entreprise. Nicolas Vigneault, propriétaire du marché de Nicolet depuis maintenant 10 ans. Le marché de Nicolet, en fait, c'était anciennement la ferme horticole Nadeau-Lessard, qui était une ferme productrice surtout de fraises, framboises, concombres et tomates de serre. Je suis arrivé sur le site ici en 2005 comme stagiaire et poursuivi ma route là, comme employé jusqu'en 2015, où à l'automne 2015, j'ai pu racheter la ferme là, à M. Guy Lessard. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez étudié là-dedans? Oui, en fait, je suis finissant à l'École d'agriculture en production horticole maraîchère en 2005. Je suis passionné de nature, de vivant. J'ai aussi une formation en aménagement de la faune et en aquaculture. Donc, j'ai tout le temps travaillé sur les fermes familiales et le vivant, le dehors, en fait, c'est ma passion. En fait. J'imagine que vous avez une grande équipe quand même pour vous aider. Vous n'êtes pas seul là-dedans?
Oh non, non, non. J'ai mes, mes anciennes secrétaires et professeurs de l'école là, qui viennent me donner un coup de main ici au comptoir. J'ai aussi 4 travailleurs étrangers là, qui m'assistent là, pour les récoltes et les travaux hebdomadaires. Puis j'ai quelques étudiants aussi en saison là, pour compléter le travail là, derrière les comptoirs, l'emballage, le lavage, la préparation de paniers. Ainsi de suite. Les produits que vous avez ici en kiosque, ça ressemble à quoi selon les saisons? Bien, en fait, là, le marché Nicolet, c'est pour ma base, on est une ferme maraîchère. On produit 75 variétés de légumes, fruits différents. On est aussi une terre d'accueil pour d'autres producteurs, que ce soit légumes, viande, miel, produits d'érable, produits de santé aussi naturels. Donc, c'est des produits qui sont tous régionales, pas juste, on dit pas local, mais vraiment de la région de Nicolet-Yamaska. Tous des amis partenaires. Fait que là, on a du bœuf, des dérivés de porc, on a du miel, produits d'érable, puis les légumes, nos légumes. Puis on est aussi en partenariat avec la ferme Jean-Yves Gamelin à Pierreville pour la production de fraises. Puis nous sommes plus producteurs de fraises et de framboises depuis 2014. Donc c'est un partenariat d'affaires, d'échange, de production là, à ce moment-ci. Puis on agit aussi un peu sous forme de ferme-école avec l'école d'agriculture, là, en recevant les étudiants, visites de ferme, stages, formations particulières. Qu'est-ce que vous faites l'hiver? Est-ce que vous vous ennuyez? Oh non, on est dans la planification de la production, l'achat de matériel, d'équipement pour redémarrer la nouvelle saison. Ceci dit, redémarre les premiers semis pour les légumes de serre. On recommence le 7 janvier. Ceci dit, je prends un petit repos là, en octobre, novembre et décembre là, avec la famille. Là. J'ai 3 beaux garçons, une conjointe, fait que j'essaie d'en profiter un peu plus là, durant ces 3 mois-là. Et si je me trompe pas, vous avez un kiosque cette année au marché Godefroy. L'avez-vous toujours eu ou c'est nouveau là, d'être avec les émergents? Je suis déjà allé au marché Godefroy là, dans les années 2007-2008 sous forme personnelle. On avait pris la décision à ce moment-là de se retrancher ici, étant donné qu'on manquait de volume ici et qu'on n'était pas assez connu au marché. Puis là, la nouvelle formule là, qu'on a mise sur pied avec Marie-Hélène, avec la MRC, bien, ça me satisfaisait aussi d'être en partenariat avec d'autres fermes, en soutien. C'est comme, vu qu'on est un groupe, on partage l'espace, on partage les coûts, nos connaissances aussi en même temps. Là. Fait que la nouvelle formule m'intéressait beaucoup, là, en fait. Là. J'imagine que pour opérer tout ça, vous avez quelques partenaires qui vous soutiennent? Bien, je voudrais dire un gros merci là, à la ferme Rintal, à Guylaine, qui même si elle a pris un nouveau départ, est avec nous depuis un bon moment. La ferme Bibomo à Aston, la famille Thibodeau qui nous produit du bœuf de très haute qualité. J'ai mon agronome Sylvie Huard et son conjoint Pierrot qui nous font un miel d'exception là, sur des sites là, plus au nord de la Haute-Mauricie. J'ai M. Lessard en arrière, sa petite cabane à sucre artisanale qui nous fait encore les produits d'érable. Donc, puis Joab Bellupien aussi qui nous fait là, quelques produits de santé au naturel. Là. On continue du côté de l'été parce que cet été, on avait 2 personnes qui étaient entièrement dédiées à la programmation de Télécœur, la programmation estivale. Donc, on avait Claudie Geoffroy et Lynn Richard. Donc, on va commencer par un reportage de Claudie qui était allée au Van Life Fest. Donc, ça va faire du bien un peu au creux de ce 2 mars, la semaine du 2 mars. Voici son reportage.
13 juillet 2025, je me trouve présentement à Saint-Perpétue pour un rassemblement de voyageurs passionnés. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y invite avec moi. J'ai organisé le Van Life Fest Québec. C'est un rassemblement de voyageurs. La van life n'est pas seulement que pour les vannes, mais c'est un plus comme le style de vie. Là. Fait que il y avait un événement en fin de semaine ici à Saint-Perpétue. C'est un rassemblement de voyageurs. Là, oui. Et là, je pense que ça durait quelques jours quand même, hein? Oui, l'événement a débuté, c'était du 10 au 13 juillet. Fait que ça a commencé le 10. La moitié des voyageurs sont arrivés le 10. L'autre partie sont arrivés le lendemain, le vendredi. Là, oui. Puis je pense qu'il y avait plusieurs activités. C'est non seulement un regroupement, mais il y avait plusieurs choses à faire ici, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, c'est un rassemblement de voyageurs. Il y en a qui viennent ici entre amis. Mais en fait, il y a des conférences et exposants. Puis le soir, il y avait un chansonnier. Là. Fait que c'est des conférences reliées au voyage en tant que tel. Là. Et toi, tu dois pratiquer la van life, j'imagine? Ben moi, en fait, j'ai une van. Je voyage ça fait 20 ans que je voyage. J'ai fait 100 000 km aux États-Unis. Moi, je suis un grand voyageur. C'est un peu pour ça que j'ai la passion de ça. Je suis déjà allé en véhicule, en motorisé, jusqu'au Costa Rica, en Amérique centrale. J'ai fait tous les pays de l'Amérique centrale, sauf le Panama. Puis en 2021, je suis retourné 6 mois au Mexique. On a fait environ 20 000 km au Mexique, en motorisé aussi, là, avec mes 4 enfants. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un festival comme ça? Bien, comme je vous dis, moi, en fait, on a déjà été jusqu'au Costa Rica en motorisé, puis la piqûre, en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de grands voyageurs quand même. On a rencontré surtout des Européens en Amérique centrale. Fait que j'ai créé mon propre groupe de voyage. C'est sur les routes des Amériques, sur Facebook, sur les routes des Amériques. Puis, au fil et en aiguille, il y a eu le groupe a grossi, a grandi. J'ai commencé à faire des événements là, pour mon groupe seulement depuis 2019. C'était tout petit. Fait que depuis 2019, je fais déjà un événement pour mon groupe. Mais l'engouement de la van life est incroyable. Je travaille en événementiel aussi, puis je vais souvent dans des salons. Puis ceux qui recherchent seulement des vannes, l'engouement est incroyable. Fait que là, je voulais faire un autre rassemblement ouvert pour tous, relié à la van life. Puis je vais essayer de développer la partie exposant, là, qui est de plus en plus de constructeurs qui viennent là, pour l'événement. Faire un genre de salon du VR extérieur jumelé à un rassemblement. Et là, on est à la dernière journée de ce rassemblement. Comment ça s'est passé? Qu'il y avait beaucoup de monde? Ah, c'était incroyable, là. C'est au-dessus de ce que j'aurais pensé, là. La température compte beaucoup, je crois, là, parce que ça l'a doublé le nombre de véhicules que je pensais. Même depuis une semaine, là, on s'attendait. Lundi, il y avait 110 véhicules de confirmés. Finalement, on a dépassé le 220 véhicules. Wow! Fait que c'est vraiment un grand rassemblement. C'est vraiment une réussite là, pour une première édition officielle. Ah oui, tout à fait. Là. J'ai collaboré aussi avec le groupe Campeurs Portés. Eux, il y a beaucoup de rassemblements au Québec de vannes, mais des rassemblements autres que des vannes, il y en a moins. Puis il y a une grosse communauté de campeurs portés. Eux, ils n'ont jamais eu d'événement de campeurs portés pour qu'ils se rassemblaient. Fait que l'administrateur du groupe Campeurs Portés a collaboré avec moi. Puis ils ont eu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de campeurs portés. Ils sont 75 véhicules de campeurs portés ici à l'événement. Puis eux, tout le monde a aimé ça. Fait que là, l'année prochaine, je pense que ça va faire des petits, puis ça va grossir. Là. Parce que là, comme on dit, il y avait des vannes, des campeurs portés. Qu'est-ce que ça regroupe, les campeurs portés? Vous voulez dire pour les campeurs portés? Ouais, en fait, c'est des campeurs portés, c'est un pick-up avec une cellule là, okay, sur la boîte de pick-up. Mais en fait, le van life, c'est pas fait. Le van life n'est pas fait que pour les vannes. Là. C'est ça, c'est plus le style de voyageurs. Puis les campeurs portés entrent dans cette catégorie-là. Là. Souvent, on est aventurier.
on n'achète pas ce type de véhicule-là pour aller dans des campings. On est aventurier puis à partir à l'aventure. Puis les campeurs portés, eux aussi, là, quand ils achètent ce style de véhicule-là, souvent c'est pour faire de l'overland ou faire des bivouacs, boondocking. Donc c'est un style de vie, fait qu'on est tous réunis ensemble là, pour ça. Là. Pourquoi avoir choisi Saint-Perpétue, le lieu de prédilection pour la tenue de ce premier événement? Oui, en fait, le problème pour faire des rassemblements, c'est surtout le terrain. Puis ça prend, pour accueillir un certain nombre de véhicules, ça prend quand même un gros terrain. Puis c'est pas évident de trouver des terrains pour accueillir autant de véhicules. Puis j'avais déjà approché ici le site l'année dernière. Moi, ça fait plusieurs années là, que j'avais l'intention de faire ce genre d'événement-là. Puis trouver un terrain, c'est pas facile. J'avais déjà contacté quelques festivals. Puis en fait, les festivals accueillent déjà beaucoup de voyageurs pour leur festival. Puis Saint-Perpétue, là, je connaissais le festival. Puis je les avais approchés l'année dernière. Puis cette année, je les ai recontactés. Puis je suis venu les rencontrer. Puis quand j'ai vu le site, là, ici c'est le site, il était parfait pour ça. Si on souhaite vous suivre là, pour avoir des nouvelles, la prochaine édition du festival, puis même voir tout ce que vous faites pendant l'année, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Ben, en fait, pour l'événement en tant que tel, j'ai créé la page pour l'événement. C'est la page Van Life Fest, Van Life ensemble, Fest séparé Québec. Fait que là, pour les informations pour l'année prochaine ou pour avoir de l'information sur les quelques photos de cette année, c'est sur cette page-là. Par contre, pour continuer, en fait, il y a le groupe, ça c'est la page Van Life Fest Québec, mais il y a aussi un groupe de voyageurs, c'est sur les routes des Amériques. Sur les routes des Amériques, ça englobe tous les voyageurs. Puis, comme il y avait beaucoup de campeurs portés, comme je mentionnais, là, il y a un groupe de campeurs portés Québec aussi qu'on peut aller. Mais si vous n'avez pas de campeurs portés, ben, c'est sur les routes des Amériques, le groupe, là, pour continuer à nous suivre. Puis pour l'année prochaine, pour avoir les informations de l'année prochaine. C'est donc une fin de semaine réussie pour le Van Life Fest Québec 2025. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! On continue avec la vie à Bécancour au son du moulin Blues et Gin. Donc, ça donne envie d'y aller, ça donne envie d'arriver à l'été plus vite que prévu. Allons voir ce reportage de Lynn Richard. « 20 juillet 2025, je me trouve au Moulin Michel de Gentilly pour l'événement au son du moulin Blues and Gin. Alors ça y est, j'ai toi, Philippe, qui va me parler. En fait, on est en plein événement. Et écoute, parle-moi de ces 3 belles journées. Bien, la 5e édition cette année du festival Blues et Gin, on est dimanche aujourd'hui, dernière journée de 3. On a eu une température incroyable, on a eu une édition incroyable. La programmation depuis vendredi, en fait, ça commence vendredi après-midi jusqu'à aujourd'hui, là, ça a été vraiment une super belle édition. Génial. Puis là, raconte-moi, vous avez quand même 3 scènes. Oui. Oui, on a 3 scènes. On a la scène Sogetel sur la terrasse devant le moulin et la scène Desjardins, qui sont les 2 scènes gratuites pendant toute la fin de semaine. Donc, à partir de l'après-midi, les gens ont pu profiter. On a découvert des artistes, Father and Son, entre autres, qui ont ouvert le festival vraiment d'une belle manière, se sont reproduits samedi également. Puis, en soirée, on a la scène Abbaye, la scène principale du festival. Celle-là, c'est nos... Ouais, tous les artistes sont nos artistes chouchous, mais là, c'est les grands spectacles de soirée. Puis, pour démarrer le festival, on a eu Fuel Junkie avec... c'est un projet de Marc Leclerc, qui est un saxophoniste. Donc, c'était tout en cuivre. Puis, vraiment, en tout cas, pour ma part, un beau coup de cœur du vendredi soir. Puis, samedi aussi, on a eu, pour la petite histoire, By Watercall, qui débarquait tout juste de leur avion. Le matin même, il était aux Pays-Bas. Donc là, il atterrissait à Montréal. Puis ils sont venus se produire ici comme si de rien n'était. Puis un des shows les plus énergiques qu'on a pu voir ici sur la scène du Blues et Gin. Génial. Puis là, tout est 100% canadien, là, hein? Oui, cette année, toute la programmation est montréalaise, torontoise.
Oui, c'est pas mal ça. On avait encore nos kiosques de gin cette année, hein? Oui, cette année, on a changé un peu la formule. C'était en vedette la distillerie du Quai. Donc, la distillerie du Quai a aménagé un espace gin, en fait, où Éric faisait je parle au passé. On en a encore une journée aujourd'hui. Mais Éric faisait la mixologie à cet endroit-là. Hier, on a eu un invité spécial, la distillerie L&M. Puis voilà, c'est le volet gin. On a été bien gâtés. Et avant de terminer, Philippe, tu as un petit mot à dire aussi? Oui, bien, en fait, cette année, merveilleuse édition. On a eu des records d'achalandage, entre autres. Puis un festival comme ça, c'est clairement, il y a une équipe monstre, je dis monstre, une équipe merveilleuse de bénévoles derrière ce festival-là. On a à la programmation et la coordination du festival Jean Philibert et Céline Thibodeau, puis une équipe de 40, cinquantaine de bénévoles qui s'occupent de toutes les parties du festival, que ce soit l'accueil des artistes, la préparation, le montage, même le site du moulin qui, à chaque année, pendant Blues & Gin, c'est le moment où c'est le plus beau. Bref, mais un grand merci à tous ces gens-là qui font tout ça pour animer notre beau site, le beau site du moulin, puis de rendre ça accessible comme ça. Donc, une grande équipe, puis l'équipe du Moulin Michel, bien entendu, qui travaille aussi toute l'année sur ce beau festival-là. Comme on dit, l'union fait la force. On espère encore que les festivaliers soient au rendez-vous malgré la petite pluie présentement. Mais écoute, Philippe, merci beaucoup, puis bonne fin de festival. Eh bien, merci beaucoup. Au son du moulin Blues & Gin, on fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. Alors voilà, c'est ce qui conclut votre bulletin de nouvelles du 2 mars, de la semaine du 2 mars en fait à Télécœur. Merci d'avoir été des nôtres et si ça vous tente d'être encore plus avec nous et de participer à nos émissions ou de proposer des idées de reportages ou d'émissions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse courriel suivante nouvelles@télécœur.tv. Mon nom est Marie-Andrée Dupéré et il me fera plaisir d'animer une prochaine émission de Bulletin de nouvelles avec vous.